Merci beaucoup, Michel, pour cette lecture extrêmement riche. Vous mettez en lumière ce double mouvement à la fois d'humanisation de l'animal et d'animalisation de l'humain, qui est presque le propre. On est amené à faire un parallélisme aussi avec la poétique kafkaïenne, notamment avec ce concept que développent Deleuze et Guattari de devenir animal. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue peut-être. En même temps, dans votre titre, vous avez choisi l'adjectif parallèle, c'est-à-dire pour bien marquer l'opposition ou peut-être comment dire, l'incommunication entre ces deux mondes. En tout cas, les parallèles se rejoignent à l'infini, n'est-ce pas? Alors peut-être qu'on peut arriver à un point d'entente. Alors on a un moment d'échange maintenant, si vous souhaitez poser des questions à nos deux spécialistes, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas. Je pense notamment aux candidats agrégatifs qui nous suivent. Je vois que vous êtes nombreux. C'est le moment de pouvoir avoir cet échange sur le texte. Ou éventuellement, comme le dit Fabrice, si vous n'avez pas accès au micro, vous pouvez toujours le faire à travers le chat, poser une question écrite. Il y a une question. Isabelle. Oui, Ou Isabelle. Ne restez pas emmurés. Prenez la parole. Oui. Alors, Isabelle, vous pouvez prendre la parole. Il faut juste ouvrir votre micro, peut-être. Ah, peut-être que vous n'avez pas accès au micro. Alors, Isabelle, je crois que Attends, je vais faire demander réactiver le son. Isabelle, avez-vous accès maintenant au micro? Eh bien, éventuellement, Isabelle, vous pouvez écrire votre question sur le chat. Ah, Mathieu, tu souhaitais prendre la parole? Non, c'était juste pour signaler que quelqu'un voulait prendre la parole. Non. Alors, c'est une question qui porte sur... Voilà, on a la question qui est une question qui apparaît. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la conclusion finale, la fable et la réalité. Michel, je crois que c'est une question pour vous. Alors, je n'ai pas bien compris ce que je vous lis vous laissez. Oui, non, ça j'ai lu, mais c'est le propos d'Isabelle qui dit à propos de ce personnage sur l'épaule du locuteur. Alors, sur l'épaule d'un personnage qui s'appelle Pequeno Sorbe, qui a aussi un nom, je ne sais plus si c'est Arval Klaus, peut-être Agnès, tu te souviens, enfin, il a Arnaud de Klaus, je ne sais plus. Il a un nom chrétien, on va dire, mais il a un surnom de petit chef de village, voilà, Pequeno Sorbe. Donc c'est lui, au moment où il est un de ses temps d'emprisonnement. Sur la fable et la réalité, ben, ce que je voulais dire, c'est que cette dimension fabuleuse me semble être les conditions que se donne à Goualouz pour écrire, ou faire une proposition d'écriture d'un récit national angolais. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que les personnages sont extrêmement ambivalents. Monk
est un agent de la répression, comme l'a dit Agnès, mais c'est un personnage qui devient très sympathique finalement par d'autres aspects. Carrasco, qui a ce surnom et qui dit bien le rôle de bourreau qu'il a eu à l'époque coloniale, est lui aussi sympathique. Et Ludo, qui est évidemment une femme innocente, a quand même tué un homme, n'hésite pas à tuer ce malheureux singe. Donc, personne n'est complètement blanc ou noir dans cette histoire. Et je pense que c'est précisément par une espèce de récit allégorique qu'Agualouz essaie de s'en sortir pour ne pas plaquer un discours qui permettrait de donner un sens, d'unifier la nation. Voilà. Je ne sais pas si Agnès, tu veux... Alors Michel, une deuxième question vous est posée. Je ne sais pas si vous pouvez la lire. Oui, je la lis, mais on va peut-être entendre Agnès sur cette question. Pardon Agnès. Non, parce que les derniers propos de Michel me font revenir sur justement ce que tu disais, Michel, à la fin, en parlant peut-être d'une idée de l'auteur de dresser une possibilité d'une nation réconciliée. Et moi, je ne le sens pas du tout comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est avant tout un discours critique, mais disons que je n'emploierais pas le mot réconcilier. J'emploierais le mot possible reconstruction d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas la sensation qu'il cherche à influer sur cette possible réconciliation. Je ne sais pas. Bon, peut-être que les deux choses sont liées. Hein. Bon, je dirais que c'est une question d'interprétation, mais comme tu l'as dit, en fait, Ludo, elle est portugaise. Elle refuse, finalement, elle ne rentre pas au pays au moment de l'indépendance. Et à la fin, quand sa fille qu'elle retrouve lui propose de revenir au Portugal, elle dit bah non, ici c'est mon pays. Cette possibilité voilà, de passer par-dessus des moments traumatiques, comme l'a été son viol, par exemple, qu'elle appelle accident. Et finalement, c'est plus son entourage, sa famille, qui va la stigmatiser par ce viol, qu'elle n'en veut à son violeur. Oui, en fait, oui, parce que je ne suis pas partie tout à fait sur la même longueur d'onde. Tu parles de réconciliation entre le pays colonisateur et la colonie. Bon, moi, j'entendais entre les différents partis en Angola et les différentes. Non, c'est-à-dire que même ceux qui ont participé aux temps les plus durs du régime MPLA finissent par s'assagir, entre guillemets. On voit les renversements dans le roman. Donc, c'est en ce sens-là, je pense, que je parle de réconciliation, c'est-à-dire de surmonter les traumatismes, les diverses strates de traumatisme. Et pour rajouter un petit mot sur la fiction et la réalité, oui, la fable et la réalité, dans la citation de Renan, ce que dit Renan, c'est pas les récits historiques qui vont constituer la nation. C'est un autre discours qui ne cherche pas à établir tous les faits par A plus B.
Et je crois que c'est dans ce sens que je pense que la fable est une pirouette. Les voies contradictoires de la question de l'oubli, bah, c'est ça. Il y a des choses qu'il faut oublier pour pouvoir faire nation. Et puis, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. L'oubli organisé, les disparitions organisées, les silences, voilà, ça c'est pas les silences voulus par un pouvoir, ça laissera toujours des traces. Mais, voilà, bon, je sais pas, Agnès, je te laisse. Si, en fait, ce n'est pas le discours historique qui va servir à reconstruire, mais c'est comment dirais-je, l'analyse et la réflexion sur les discours historiques qui peuvent faire avancer les choses. Ce ne sont pas les discours officiels qui les font avancer, mais la réflexion sur ces discours, justement. Très bien, je crois que ces réflexions permettent de répondre à la question qui était posée sur les voies contradictoires, la question de l'oubli. Mathilde, est-ce qu'on est d'accord ou est-ce que vous souhaitez d'autres précisions? Bon. On va peut-être considérer que ce silence veut dire que les deux spécialistes ont répondu à vos questions. En tout cas, je vous